Eh bien bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB Reportage VIP Pressadum Brandt, située dans la métropole Nice-Côte d'Azur. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un reportage RVPB à propos de l'inauguration de Nouvelle Ère, un ensemble immobilier au cœur du Grand Arenas à Nice. C'est une inauguration qui a été présentée par monsieur le maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, monsieur Christian Estrosi. Il a donc inauguré au cœur du quartier d'affaires de l'Arenas l'ensemble immobilier Nouvelle Ère. Alors c'est un îlot urbain, comme vous pouvez le voir en image. Il est composé de 43 logements, 33 logements libres et 10 logements sociaux. Une résidence étudiante de 135 chambres, une résidence de tourisme de 197 chambres, donc avec un hôtel, 137 studios, un ensemble tertiaire de 6 commerces, 2 bâtiments de bureaux, dont un parking public de 344 places et un autre parking de 671 places. Voilà. Vous allez visionner en image le coupage de ruban officiel de cette inauguration de cet ensemble immobilier Nouvelle Ère par le maire de Nice, Christian Estrosi, accompagné d'élus et notamment le maire de Saint-Laurent-du-Var, Joseph Ségura. Le tout en images. Alors découvrons maintenant la peinture de l'artiste niçois Patrick Moya qui a été faite à l'occasion et fignolée dans les quelques dernières minutes de cette inauguration pour ce nouvel écoquartier de Nice Arenas Nouvelle Ère. Une nouvelle ère en tout cas s'ouvre ici sur l'Arenas. Tout y est représenté, même l'école hôtelière, on nous l'a dit. Effectivement, ils sont là. Le projet. Merci Patrick Moya. Je vais donc maintenant... Voilà, après cette belle toile de peinture de Patrick Moya, découvrons maintenant en mode audio le discours de l'architecte François Leclerc, qui a proposé ce complexe immobilier Nouvelle Ère à Nice Grand Arenas. Il m'a passionné, il me continue à passionner, mais aussi entre autres parce que c'est une préfiguration. En quelque sorte, je me rends compte au fil du temps que c'est une préfiguration par rapport à ce qu'on va faire juste en face, par rapport au quartier Grand Arenas, et par rapport à des sujets extrêmement simples qui sont parfaitement en place ici. C'est-à-dire, premièrement, c'est la ville ultra programmée, la ville mixte. Ici, vous avez à peu près tout. Vous avez vu les commerces rez-de-chaussée, mais au-dessus, il y a un hôtel, de résidence hôtelière, de résidence étudiante, des logements privés, des logements publics, des logements sociaux. Il y a bien sûr des bureaux, etc. Donc c'est la ville complète, plus énormément de parkings, on en parlera, des parkings qui peuvent être occupés pour oublier sa voiture surtout. Donc cette ville mixte, ces bureaux, vous l'avez vu, on l'a visité très rapidement, qui sont divisibles et surtout qui présentent une certaine domesticité et l'idée qu'on puisse aussi travailler dehors, avec ces grandes terrasses, avec cette manière dont ça s'exprime aussi extérieurement. Ce ne sont pas que des boîtes fermées en miroir, ça peut être ouvert, les bureaux. Ensuite, ça correspond aussi au logement. Les logements, vous avez vu de l'autre côté, avec des balcons confortables, très larges, qui font jusqu'à 3,50 m de profondeur, et puis traversants. C'est-à-dire c'est préfigurant parce que la ville met en place une charte de qualité très performante par rapport au logement, dans lequel je suis un peu impliqué. Et donc les logements qui sont là sont déjà un exemple par rapport à ça. Ensuite, il y a l'hôtel. Alors l'hôtel qui a renversé la table de manière assez amusante, c'est-à-dire il a mis l'accès en haut, quoi. Enfin on arrive, on monte, et puis on a une vue sur le grand paysage qui est vraiment intéressant, vraiment bien. Donc aussi un hôtel un peu inventif par rapport à ça, c'est intéressant. Et puis les commerces, tout le monde est placé à sa bonne place, si vous voulez. C'était un peu l'idée du projet. On les voit sur les pistes axonaux qui sont là. C'est assez difficile. Il y a des zones d'eau, donc il y a un PPRI qui fixe un socle un peu compliqué. Donc comment les commerces interagit par rapport à ça. C'est aussi une zone de bruit. Il faut savoir qu'il y a une grande diagonale qui traverse ce bâtiment qui permet de mettre certains programmes d'un côté et de l'autre, etc. Donc conjuguer ça avec la difficulté par rapport au bruit. Donc voilà, et ensuite il y a ce parking 671 places, je crois, dont une grande partie publique, qui permet, je le répète, de dire que les voitures, on la met là et on va passer à autre chose.
Donc ça, c'est par rapport à la ville, comment dire, la ville mixte, la ville hyper programmée. La deuxième chose qui me tient à cœur, c'est la ville nature, la ville jardin. C'est-à-dire ça nécessite, par rapport au projet qu'on a fait, l'idée d'une grande compacité. C'est-à-dire les programmes sont resserrés pour dire que le sol, à ce moment-là, il est libéré. C'est-à-dire depuis là, on voit toute cette verdure, c'est de la pleine terre. Donc il faut absolument, dans les projets qu'on fabrique, essayer de faire que la pleine terre soit maximisée, qu'on ait le plus possible, qu'on puisse compter largement. Entre autres, y compris dans les allées comme ça, cette rue qui vient rejoindre Cassin avec Washingtonia, qui est aussi en pleine terre, et c'est un exercice compliqué. Il ne faut pas avoir des dalles qui se répandent partout avec des immeubles comme ça et le sol imperméabilisé. Donc désimperméabiliser les villes, et ici c'était déjà une sorte de préfiguration par rapport à ça. Donc je remercie bien sûr le paysagiste Faragou et puis Stora qui a installé une sculpture avec ça. Donc c'est une chose très importante, cette ville nature. Et en plus de ça, ça finit cette place parce que tout ça existe. Il faut continuer à travailler avec. Donc ça invente une partie végétale par rapport à cette place qui était plutôt de l'ordre du minéral, avec ensuite des commerces plein sud, etc. Et ensuite, dernier point par rapport à cette ville préfigurante que je parle, c'est son côté hyper connecté. C'est-à-dire cette ville qui permet d'avoir une densité raisonnée, de recevoir le maximum de programmes et entre autres de bureaux qui puissent éviter l'éparpillement général et de dire que le tertiaire dans des endroits très connectés comme on est ici, comme des endroits les mieux connectés d'Europe à toutes les échelles, ça évite l'éparpillement et l'usage de voitures en permanence. Et je répète que les parkings en très grand nombre qui sont là, c'est aussi la promesse d'une sorte de changement de nature de mobilité, de transfert de mobilité. Donc tout ça pour vous dire que je suis extrêmement fier et content d'avoir participé à ce projet qui va continuer, qui va vivre sa vie, ce projet architectural, et d'autant plus content que j'aimerais que tout ça puisse servir presque comme un exemple programmatique en tout cas par rapport au projet urbain de Monterrenas qui va suivre. Merci. Alors je vous propose de découvrir de manière audio le discours de Monsieur Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors dans son intervention, il a mis l'accent sur l'écologie, l'empreinte carbone et le classement de la ville de Nice en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais également président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi. Eh bien, je voudrais saluer naturellement les personnalités qui nous font l'amitié de leur présence à cette occasion, et je salue Madame la députée de cette circonscription, Madame Marine Brenier, et puis une grande partie de ceux qui, au sein de mon conseil municipal, ont apporté chacun leur contribution à partir des grandes lignes directrices que j'ai fixées, non pas hier, mais en 2008, puisque tout ça relève à la fois d'un schéma de déplacement, qui était l'acte 1, fixé à l'horizon 2030, et ensuite, naturellement, d'un plan local d'urbanisme devenu métropolitain lorsque nous avons fondé la métropole le 1er janvier 2012, qui était d'abord un plan local de la communauté urbaine, devenu métropolitain, et qui devait répondre à tous les enjeux d'avenir que M. François Leclerc a parfaitement rappelé. Et donc je salue notamment mon premier adjoint Anthony Boré, en charge du logement naturellement, et mon adjointe en charge de l'urbanisme et des grands travaux, qui était l'élu en charge notamment de la ligne 2 du tramway de l'aéroport jusqu'au port, qui était l'élément le plus déterminant pour que nous puissions décider de ces programmes. Merci Anne Ramos, merci à Monique Bellé, notre adjointe au maire en charge du territoire, et puis merci aussi à naturellement Jacques Richier qui, si vous l'avez rappelé comme intervenant dans ses responsabilités professionnelles, et s'il naturellement est vigilant, je le précise parce que dans le temps qui court, toujours important à se déporter chaque fois qu'il peut s'agir d'un sujet qui touche à ses responsabilités professionnelles.
il n'en demeure pas moins que sur la stratégie économique, c'est notre vice-président en charge du développement économique, et donc logement, urbanisme, développement économique, cohésion sociale au fond. C'est cette mixité que vous avez, cher François Leclerc, parfaitement rappelé. Alors, je voudrais, cher Ternier, vous remercier, vous qui représentez Sogeprom ici, et qui êtes ce groupe qui avait remporté, puisqu'il y avait un grand appel à concurrence, un jury. On a beaucoup discuté ensemble, hein, beaucoup discuté. Je veux dire que parmi tous les projets qui sont arrivés en dernière partie de concours, même si le vôtre était celui qui s'approchait le plus de mes attentes, on n'y était pas tout à fait. Donc on rentre toujours dans ces phases de ce qu'on appelle le dialogue compétitif. On sait ce que sont les exigences en matière d'architecture, en matière de végétalisation, en matière d'artificialisation des sols que nous devons ménager le plus possible pour assurer leur perméabilité et en même temps stocker le carbone partout où nous pouvons le faire, et naturellement être dans un cadre qui est à la fois innovant en termes d'architecture et un cadre de vie. Et comme je vous le disais tout à l'heure en arrivant, naturellement, Sogeprom sont ceux qui ont le mieux répondu à toutes ces attentes et à tous ces critères, et je veux vraiment vous en féliciter parce que souvent, j'arrive, j'ai presque envie de faire demi-tour vers ma voiture et de dire, bon, au fond, je vais déléguer un de mes adjoints, je vais dire, j'ai un empêchement, il faut que je fasse demi-tour, parce que ce qu'on avait décidé il y a 5 ou 6 ans, je ne m'y retrouve pas. Et là, je suis arrivé avec toujours, vous savez, l'angoisse quand on fait le chemin pour venir jusque sur le site, de se dire, est-ce que je vais vraiment trouver ce que j'étais en droit d'attendre, ce qu'on m'a promis, ce qu'on m'a montré. Et donc, vraiment, je vous toute ma reconnaissance, parce que vous avez parfaitement respecté à la lettre, non seulement le cahier des charges, mais l'esprit de ce que je souhaitais. Alors naturellement, François Leclerc, chacun connaît le talent, a été vigilant là-dessus. Et s'il n'est pas en charge de l'urbanisme sur ce secteur, c'est pour moi un acteur important, puisque que ce soit sur le Grand Arenas futur ou que ce soit sur la technopole de Nice Méridia, c'est l'homme qui m'aide et qui m'accompagne à réfléchir au plan d'urbanisme. Donc naturellement, il sait dans quel état d'esprit nous voulons organiser cette mixité, l'exigence de répondre à tous ces critères, et vous avez formé ensemble une équipe formidable. Donc voilà, je veux saluer cet espace. On comprend tout de suite que la ville de demain répond à la ville d'hier. Vous savez, en 2008, je ne le disais pas, mais j'y pensais. En 2010, je l'ai décidé. Je veux que Nice soit reconnue pour sa valeur exceptionnelle universelle pour entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. À cette époque, je pensais à la promenade des Anglais. Puis à partir de là, vous rentrez dans un long parcours du combattant au sein du ministère de l'Agriculture. Les experts me disaient, mais ces clochers là-bas qui dépassent, c'est quoi? C'est la cathédrale Saint-Nicolas, la plus belle cathédrale orthodoxe russe du sud de l'Europe. Puis là-bas, ce qu'on voit en haut des collines, c'est quoi? C'est l'observatoire aménagé en 1882 par Garnier et par Eiffel. Ah, très bien. Et puis là-bas, etc., etc. Et ce sont eux qui m'ont poussé, à force de découvrir cette capitale cosmopolite au bord de la Méditerranée, avec ses architectures superposées du XVIIIe et du XIXe siècle, période 1760-1939, y compris la période où nous sommes devenus français avec l'art déco, les années folles, etc., etc., à ce que ce soit 500 hectares de périmètre de la ville qui soient retenus au-delà de ce qui était déjà protégé, parce que c'est la vieille ville et son patrimoine turinois
construit tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et à partir de là, naturellement, m'étant lancé dans cette aventure, je me suis dit, il faut absolument que je garantisse, puisqu'il va falloir une AVAP, et protéger tout ça, et que tous les besoins industriels, tous les besoins immobiliers d'entreprise, tous les besoins de logement pour les actifs, qu'ils soient étudiants, avec tous les programmes universitaires, on est passé de 2008 à aujourd'hui de 23 000 à 48 000 étudiants à Nice. Il faut savoir. Etc., etc., il faut bien envisager une nouvelle ville à côté de celle dont j'espère obtenir le classement et que nous avons obtenu le 27 juillet dernier à l'unanimité du comité de l'UNESCO. Et donc cette ville, nous l'avons pensée ici et elle devait fonctionner en parfaite osmose, en parfaite harmonie et au fond ressembler à la ville du XVIIIe siècle. Parce que si vous regardez cet espace, et chaque îlot, ici on a la nouvelle ère, nous le verrons au fil des mois où nous allons commencer à livrer et à inaugurer, sont chacun d'entre eux une place Garibaldi avec un espace aménagé, des brasseries, des commerces, de l'activité, du logement, et en même temps nous voyons bien qu'on savait déjà à l'époque ce qu'était la vraie notion du développement durable, là où on l'a peut-être un peu oublié pendant la deuxième moitié du XXe siècle, pour retrouver ses fondamentaux aujourd'hui, puisque nous sommes ici dans une ville durable et dans un quartier durable. Donc voilà pourquoi je me sens totalement à l'aise, parce que vous avez été parfaitement fidèle à cet engagement que vous avez pris devant moi. Vous avez fait évoluer ce projet jusqu'à ce que nous le validions définitivement, et ça me rend très fier. Et en même temps, c'est une référence qui impose des exigences à tous ceux qui vont venir naturellement derrière. Alors, je remercie autour de vous naturellement tous ceux qui ici participent à cette commande et qui apportent cette diversité d'activités. Je pense aux représentants d'Oco-Hôtel, je pense à Régus pour Général France, je pense à Vinci, représenté par son directeur général France, je pense à la BNP Arenas naturellement, je salue les représentants du comité de quartier qui sont ici et qui ne sont pas installés ici, puisque pour l'un, il vient d'un quartier du milieu de la promenade des Anglais qui remonte vers le nord, c'est le quartier de la Madeleine, et pour l'autre, j'ai voulu inviter le comité de quartier du Mont-Alban et du Mont-Boron, c'est-à-dire la colline qui surplombe le port de Nice, pour qu'on comprenne bien que tout ça, ça forme un tout, avec deux villes qui se rejoignent, et nous allons voir avec les animations qui vont monter en puissance, dans le courant du premier semestre 2022, que vous ayez bien ça à l'esprit. Nous livrons en même temps, avec Muriel Mayette, notre directrice du Théâtre national de Nice, un nouveau théâtre dans la vieille ville, dans une église du XIIIe siècle, le franciscain, et nous livrons un nouveau théâtre sur le parking des Pins, en face du centre administratif départemental, parce que la vie culturelle, elle va être des deux côtés. Parce que la vie étudiante, parce que la jeunesse, parce que la vie des entrepreneurs, des start-upers, des acteurs de l'entreprise et tout simplement des citoyens, elle va se passer des deux côtés. Et qu'avec la distribution de mobilité que nous avons organisée, vous êtes ici au cœur du pôle multimodal le plus important d'Europe, deuxième aéroport international de France, 130 destinations directes dans le monde, un transport en commun en site propre qui aujourd'hui va jusque vers le port et qui demain ira jusqu'à Saint-Laurent puis jusqu'à Cagnes-sur-Mer. Au mois de mai prochain, nous inaugurons en face de l'aéroport la nouvelle gare ferroviaire. La gare centrale se situera ici, TER et grande ligne. C'est dans 4 mois.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parliez de parcs de stationnement, naturellement, il les faut, mais vous allez voir les flux de circulation baisser progressivement parce que les gens qui viennent de Saint-Raphaël, Fréjus, Cannes, Antibes pour prendre leur avion ou pour venir travailler ici vont être déposés directement par le train. Nous sommes un des 5 grands projets qui a été retenu par le gouvernement dans le grand plan de projet du gouvernement ferroviaire. Et ceux qui viennent de Vintimille, San Remo, Monaco, Menton et tout l'est du département vont être déposés directement ici. Donc le TCSP, le tram, la nouvelle gare routière de tous les autocars et tous les bus qui seront sous la gare ferroviaire, l'aéroport international, les pistes cyclables qui commencent à toutes converger aussi vers ce territoire, et naturellement les véhicules automobiles dont la circulation sera aussi facilitée puisque, comme vous pouvez le voir dans ce croisement pour l'instant épouvantable par son chantier, eh bien nous avons entamé le chantier d'un passage souterrain qui fait qu'il n'y aura plus de croisement entre les voitures et le tramway et que d'ici 2 ans nous aurons une fluidification absolue pour converger aussi vers l'Arenas et vers le Grand Arenas et vers Nice-Méridia de l'autre côté. C'est donc la mobilité, c'est la mixité, c'est la ville nouvelle du XXIe siècle avec tout ce qu'elle offre et tout ce qu'elle offre en termes environnementaux, puisque tous les critères de transition écologique sont pris en compte ici. Et donc, je voudrais à cet égard donner quelques éléments de référence à ceux qui disent « ils bétonnent ». Ils bétonnent. François Leclerc le sait parfaitement, puisque nous avons regardé tant de fois ensemble le plan d'urbanisation que nous avons soumis au vote du Conseil de métropole il y a maintenant 2 ans de cela, et que nous le faisons encore évoluer séance après séance sur l'ensemble de ce secteur, nous dirons jusqu'à Lingosté. Vous aviez jusqu'à présent, très exactement, cet espace étant compris, 34% de terre végétale. Et le reste était aménagé. Et sur les 5 ans qui viennent, nous serons à passer de 34 à 44% de terre végétale. C'est-à-dire qu'en termes de surface artificialisée, nous passons de 66 à 56%, et en termes de terre perméable et végétalisée, nous passons de 34 à 44, plus 10, moins 10. C'est ça, la réalité. Elle est nulle part ailleurs. Et donc tout le reste, ce ne sont que des sornettes. Et qui plus est, tout ce qui est urbanisé ici, ce sont des bâtiments qui ne sont pas énergivores, parce que nous savons qu'ils sont tous conçus de sorte de produire entre 8 et 10 kg de CO2 maximum au mètre carré par an. Quand on pense que tous les bâtiments universitaires bâtis dans les années 70 à Nice produisent 98 kg de CO2 au mètre carré, et que pour passer à 5 kg, j'ai obtenu sur le plan de relance un budget de 100 millions d'euros de la part du gouvernement. Nous savons que ce n'est pas ici qu'on va devoir travailler pour gagner sur les 55% à atteindre à la baisse d'ici 2030, mais que c'est au contraire sur ce qui a été bâti il y a 30 à 40 années de cela et auquel nous nous attaquons aujourd'hui. Chaque espace végétalisé est un puits de fraîcheur, et quand on sait qu'un arbre planté aujourd'hui, ça absorbe 100% d'empreinte carbone qu'un citoyen peut produire dans l'année, naturellement, nous avons mis la charte de l'arbre à l'intérieur de notre plan local d'urbanisme il y a maintenant 1 mois au sein de notre conseil de métropole, et sur tous les nouveaux permis de construire d'ailleurs, je le dis aux bâtisseurs, constructeurs qui sont là, il y aura dans cette charte de l'arbre les arbres imposés, puisque nous savons qu'il y a des arbres qui absorbent moins de CO2 que d'autres, qui produisent moins de fraîcheur que d'autres, et que aujourd'hui, naturellement, le palmier c'est magnifique, hein. Je ne vais pas enlever tout cela, prendre à des anglais, c'est une œuvre d'art qui est décorative,
mais elle n'est que décorative. Et donc désormais, sur tous les projets immobiliers du reste de la ville, c'est du micoulier, c'est de l'érable, c'est du tilleul, c'est-à-dire ce qui absorbe vraiment de l'empreinte carbone et qui en même temps, lorsque on passe à côté ou en dessous, en période caniculaire, on sent une baisse de température de 5 à 6 degrés. Et donc c'est sur tout cela que nous travaillons aujourd'hui. Dernier mot pour vous dire que quand je dis zéro artificialisation, je dis comment vous allez pouvoir livrer tous ceux dont a besoin la ville avec un programme zéro artificialisation. Là, vous savez que le gouvernement, et je soutiens cette position, a dit vous serez encouragé chaque fois que vous utilisez des friches existantes. Bon, naturellement, nous allons démolir 2 usines à béton et à revêtement en cœur de ville. Alors on me dit, vous vous rendez compte, il va démolir le Palais des Congrès qui a 40 ans, il va démolir le Théâtre National qui a autant d'âge, mais comment peut-on commettre un crime pareil? Acropolis, 21 000 m², 1700 tonnes d'émissions de CO2 par an. L'équivalent de ce que produit en moyenne une grosse usine à béton, à revêtement, à bitume, etc. TNL, 8200 m² et ça produit à peu près 780 tonnes de CO2 par an. À peu près la moitié de ce que produit une usine à béton, c'est-à-dire qu'en gros, on va faire chuter pour tout un quartier, toute une population, de près de 2700 tonnes d'émissions de CO2 par an, et en même temps qu'on va rafraîchir avec la plantation de 1500 arbres et perméabiliser les sols en cœur de ville. Alors on me dit, mais tout ce que vous enlevez là, vous le faites où? Parce que forcément, vous allez artificialiser de nouveau des sols. Eh bien non, nous n'artificions pas du tout des sols, puisque la halle du mine Fleur est 30% plus importante en volume et en hauteur que le palais des expositions, pour les quelques architectes de qualité qui ont regardé, et naturellement François Leclerc aura un avis à donner, est un volume qui est réaménagé, peut parfaitement héberger un palais des congrès qui répond aux normes du XXIe siècle. Et à côté, on va même supprimer près de 40% des surfaces qui sont artificialisées pour y planter des arbres. Donc ça sera moins, ça ne sera pas plus. Pour le théâtre, je vous l'ai dit, c'est un théâtre aménagé ici, c'est un aménagement dans une friche du XIIIe siècle, et c'est un théâtre aménagé dans la halle du Palais des Expositions, zéro artificialisation. Et pour la grande salle de concert qui était dans Acropolis, sur la deuxième partie du Palais des Expositions, nous aménageons la salle de concert qui complétera l'Opéra de Nice. Et donc, non seulement nous gagnons en espace vert, nous faisons baisser en artificialisation des sols, et naturellement, nous nous donnons un peu plus de chances d'atteindre les moins 55% à 2030 et la neutralité carbone à 2050. C'est la trajectoire à laquelle vous contribuez par l'aménagement que nous livrons aujourd'hui et que naturellement nous allons veiller à voir de tels îlots s'additionner les uns aux autres en donnant le respect de cette zéro artificialisation de plus sur l'ensemble du territoire de la ville et de la métropole à partir de notre schéma de mobilité, de déplacement et notre plan local d'urbanisme métropolitain. Pardon d'avoir été peut-être un petit peu long, mais chaque fois qu'on se trouve à un endroit, on se dit bon, cet endroit il est beau, il est moins beau, enfin celui-là il est vraiment beau. On imagine comment cet endroit va vivre, mais cet endroit il vit dans un tout. Et si on se dit on veut juste qu'on vive bien dans cet endroit,
sans qu'il contribue à ce qu'on vive bien dans un tout, on a tout faux. Et donc, la force de ce que nous engageons dans ce troisième mandat, c'est pour ça que la durée est très très importante dans la démocratie, et que quand on se prononce, il faut beaucoup plus réfléchir, et bien c'est qu'on s'en sente bien partout. Je dis que la ville doit être une addition de villages. Un dernier exemple, parce qu'il est significatif. On dit, mais alors, la circulation, la mobilité, les bagnoles, vous allez les enlever? Non, on n'enlève rien. Moi, je dis toujours, je suis le maire des automobilistes, des cyclistes, des piétons, des usagers des transports. Je veux que chacun se sente bien partout. J'imagine que dans cet endroit, on a plus envie d'y marcher que d'y rouler en bagnole, et que vous l'avez conçu comme tel pour donner envie d'y marcher. Et que de plus en plus, les gens vont s'approprier ça. Mais il faut les laisser s'approprier tout seuls. Il faut offrir des solutions alternatives. Il faut organiser un sujet zéro poids lourd dans la ville. Alors, on parle de centre de dégroupage, on parle de centre du dernier kilomètre. J'avais annoncé que d'ici 2 ans, nous n'aurions plus un seul 44 tonnes qui pourrait rentrer dans la ville, emprunter la promenade des Anglais, voire la voie Matisse. Nous avons inauguré, il y a 4 jours de cela, en plein boulevard Gambetta, un centre du dernier kilomètre qui fasse que le parc d'activités logistiques accueille les 40 tonnes, qu'on décharge juste les 10% de sa cargaison qu'il est censé laisser dans la ville ou pour des particuliers ou pour des commerces, qu'on les mette dans des petites unités de moins de 3 tonnes électriques ou hydrogène vert qui vont vers le centre du dernier kilomètre, et il y en aura 6 ou 7 dans la ville, et que dans ce centre du dernier kilomètre, eh bien, vous ayez là un cycliste avec un système à impulsion électrique, la petite benne derrière, qui prenne les 10 colis qu'il a besoin de livrer chez le commerçant ou chez le particulier, et nous allons supprimer ainsi tous les poids lourds de la ville. La ville de demain, c'est l'art de vivre, celle où on a envie d'y bosser, d'y faire ses études, d'y partager une vie culturelle et d'y partager une vie environnementale. Eh bien, ce que nous inaugurons aujourd'hui, je crois, incarne et illustre parfaitement, en tout cas, les objectifs que nous étions fixés. Je veux sincèrement vous en remercier, vous et tous ceux qui vous accompagnent dans vos équipes, d'avoir été totalement fidèles au cahier des charges et aux règles que nous avions fixées, et ainsi de contribuer à faire de Nice une ville qui fait de plus en plus envie. Il n'est qu'à voir cette rentrée où nous avons déjà 3 grandes écoles de plus que l'année dernière, où il y en avait déjà 2 de plus. Et lorsque j'inaugurais Studimarama il y a quelques jours de cela, j'avais une grande école de Toulouse, de Montpellier et de Lyon qui disait « L'année prochaine, c'est à Nice qu'on ouvre ». Bon, vous y contribuez parce que naturellement, vous accueillerez aussi sans doute beaucoup d'étudiants au-delà des logements que vous mettez à disposition en alternance dans un certain nombre d'entreprises qui s'installeront dans ce secteur. C'est ça, la ville où il fait bon vivre et à laquelle vous contribuez du fond du cœur. Je vous en témoigne toute ma reconnaissance. Voilà, c'est la fin de notre reportage RVPB Radio à propos de cette inauguration de ce nouvel écoquartier au cœur du Grand Arenas à Nice, le quartier Nouvelle Ère. Voilà. Jérôme, RVPB, vipradioonline.fr. À très bientôt pour de prochains reportages.